Vous êtes l'auteur du livre La Renaissance des campagnes en Corée du Sud, 1960-2012. Donc, vous résidez en Corée du Sud depuis 25 ans. Pourquoi avoir choisi le sujet des campagnes? Alors j'ai choisi le sujet des campagnes parce que ça constitue un thème un petit peu oublié et négligé dans la dynamique de développement de l'économie coréenne du début des années 60. C'est une époque où le président Park a accédé au pouvoir et donc jusqu'à l'année 2012. J'ai choisi ça parce que dans les antécédents historiques qui constituent la première partie du livre, on voit que la vie communautaire en Corée a une longue tradition. Il y a toujours eu des coutumes, des rites et les activités agricoles étaient un peu concentrées autour d'un système d'entraide, de coopération. Donc les paysans avaient l'habitude de coopérer ensemble dans les travaux au champ pour obtenir une meilleure productivité. D'autre part, ils obéissaient à des principes d'entraide et de solidarité dans les cas où il y aurait eu des catastrophes naturelles ou des intempéries. Également dans les cas où certains paysans auraient eu des difficultés personnelles. On retrouve ça dans la deuxième partie du livre qui est la plus importante, consacrée à un programme de développement agricole mis en place justement par le président Park dont je vous avais parlé, basé sur des principes un peu philosophiques d'entraide et de coopération justement, mais également sur un principe d'effort personnel, dans le sens où chacun était censé pouvoir participer au programme. Alors bien sûr, il y a eu des critiques de la part de beaucoup de politologues qui ont considéré que le président Park avait utilisé ce mouvement pour un petit peu contrôler les populations rurales. Il y a eu des critiques, donc une polémique qui est encore actuelle. J'en parle dans le livre. Voilà. Sinon, j'ai choisi ce sujet également parce que c'est très d'actualité en Corée ces jours-ci, puisque les campagnes coréennes, l'agriculture est un petit peu en crise en raison de l'activation progressive des accords de libre-échange conclus avec différents pays, notamment avec les États-Unis et la Chine. Dans le cas des États-Unis, les producteurs coréens redoutent que les consommateurs se précipitent sur la viande américaine, par exemple. Dans le cas de la Chine, les produits agroalimentaires, essentiellement les légumes, sont beaucoup moins chers, mais il faut remarquer que d'après différents sondages menés récemment, les consommateurs coréens préfèrent les produits locaux s'ils ont les moyens de les acheter parce qu'ils sont considérés comme plus savoureux et puis correspondant davantage aux particularités de la gastronomie coréenne. Alors, vous êtes professeur à l'université INA où vous enseignez l'interculturalité, vous comparez les différences entre les civilisations européennes et extrême-orientales. Donc, oui. Dans le cas de la Corée du Sud, qu'est-ce qui est différent en comparaison avec les sociétés rurales françaises, par exemple? Je pense que justement l'aspect communautaire, la coopération, l'entraide qui ont été mis en place il y a très longtemps, ça date de l'Antiquité en fait, ça s'est poursuivi tout au long du Moyen-Âge et jusqu'à la fin du 19e siècle. C'est surtout ça qui est différent, à mon avis. Vous parlez du Semol-Undung lancé par Park Chung-hee. Qu'est-ce que c'est? C'est le mouvement, le programme de développement agricole dont j'ai parlé tout à l'heure, qui constitue la deuxième partie du livre. Donc une politique agricole mise en place par ce président. Ça a donné des résultats très rapides et en fait le principal objectif au départ, le principe c'était qu'il fallait pouvoir donner l'occasion aux paysans coréens d'accéder au niveau de revenus et au confort matériel auquel les ouvriers citadins avaient eu l'occasion de pouvoir accéder auparavant. Et en quelques années, donc, les objectifs ont été atteints, ce qui fait que le mouvement a attiré l'attention un petit peu partout dans les pays du tiers-monde et de nombreux pays d'Afrique et d'Asie ont essayé d'appliquer les mêmes méthodes. Pour finir, quel est l'avenir des campagnes de Corée du Sud?
Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a un climat de pessimisme ces jours-ci en raison des accords de libre-échange qui fait que les agriculteurs coréens ne pourraient peut-être pas avoir les mêmes débouchés qu'auparavant. Mais contrairement à ce qu'on aurait pu penser, on n'assiste pas à un exode rural massif ces jours-ci, mais plutôt, paradoxalement, à un exode urbain. Je veux dire que de nombreux citadins quittent les villes pour s'installer à la campagne et essayer d'ouvrir des exploitations agricoles. Donc, c'est quelquefois un petit peu soutenu par le gouvernement. D'autre part, on sait que la Corée du Sud ces jours-ci est très avancée technologiquement et les planificateurs économiques envisagent de faire appliquer donc tout ce savoir-faire technologique aux campagnes. Et puisque les économistes en plus envisagent une reprise de la consommation intérieure, il y a des raisons d'être quand même un petit peu optimiste.